Un soleil sur lequel on n'osait pas compter a amené à Longchamp la foule des grands jours pour l'événement de la saison hippique, le Grand Prix de Paris. Dès le départ, Ad Valorem a pris la tête de ses 18 concurrents. Mais avec ses 3000 mètres, le parcours laisse toute latitude aux émotions. Après le Moulin, l'Oracle mène devant Château d'Espagne et Prince Courageux. À l'entrée de la ligne droite, Prince Courageux est apparu en tête du peloton, mais s'ignore comme est la faute d'ouvrir la corde et le jockey Poincelé y engouffre Sanctus. Et c'est Sanctus, déjà vainqueur du prix du Jockey Club, qui termine avec une longueur. Sa victoire fait tomber une pluie de millions sur les heureux gagnants. Bien sûr, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais on peut toujours se consoler, car la tranche spéciale du 14 juillet annonce une nouvelle averse de 66 000 lots, représentant 1 400 000 000 d'anciens francs, bien entendu. 24 comme 24 heures du Mans. Sous ce chiffre, Panhard vient de dévoiler à la presse ses nouveaux modèles. 24C Coach et 24CT Coupé, qui continue la série des 17. Un système de réglage du volant et des sièges avant, qui permet de réaliser un poste de pilotage sur mesure, s'ajoute aux qualités traditionnelles de la Panhard: confort, freinage, économie et très grande visibilité. La roue de secours trouve place sous le coffre arrière dans un logement spécial. Rendez-vous au prochain salon. C'est sous le signe d'une amitié franco-marocaine demeurée vivante depuis l'indépendance que s'est déroulée la visite du roi du Maroc Hassan II à Paris. Et l'un de ses premiers gestes a été de se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Le général de Gaulle, fait exceptionnel, avait tenu à être à ses côtés. C'est cette amitié qu'ont évoquée dans leurs entretiens, avec l'avenir de la coopération entre leurs pays, les deux chefs d'État. C'est cette amitié enfin qu'ont exalté les plus hautes personnalités des deux pays au cours de la réception donnée au palais de l'Élysée en l'honneur du roi Hassan II. Nos deux pays, a dit le souverain marocain, marcheront côte à côte dans un avenir de coopération. Poursuivant son voyage en Allemagne, le président des États-Unis recevait de Berlin-Ouest un accueil enthousiaste. Avec le chancelier Adenauer et le bourgmestre Willy Brandt, il était l'objet d'une sorte de triomphe à l'américaine. À la porte de Brandebourg, masquée du côté soviétique par d'immenses panneaux, M. Kennedy a jeté un coup d'œil sur le secteur oriental, qui a tout récemment accentué sa séparation par la création le long du fameux mur d'une zone interdite de 100 mètres de largeur. Et c'est à une foule immense que M. Kennedy a adressé ces paroles qui ont produit une grosse sensation. Tous les hommes libres, d'où qu'ils soient, sont citoyens de Berlin. Et moi-même, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire je suis berlinois. Ces paroles n'ont pas manqué d'avoir un écho de l'autre côté de cette barrière inhumaine où s'est enfermé depuis 2 ans Berlin-Est dans le but d'arrêter la fuite vers l'ouest des populations. De l'autre côté de cette barrière, dans l'autre Berlin, M. Nikita Khrouchtchev est arrivé 2 jours après le départ du président américain. Voyage réponse peut-être, mais que l'on explique par l'anniversaire du président de l'Allemagne de l'Est, M. Ulbricht. M. Khrouchtchev a rencontré à Berlin-Est les dirigeants des États communistes. Et en dehors des discussions de doctrine, nul doute qu'il ait abordé avec eux le problème des relations Est-Ouest et celui de l'Allemagne. Dans ce coin des Hautes-Alpes, ils ne sont sans doute pas rares ces chemins où rien ne passe, sinon parfois un troupeau. Mais ce chemin ne mène pas seulement à la montagne. Il a pour aboutissement un village, Saint-Cyrus. Et quel village! Voici bientôt 20 ans, le dernier habitant a quitté sa maison pour l'hospice. Depuis, rien n'a changé. Les portes battent au vent, les murs se désagrègent. Saint-Cyrus est devenu un spectre. Seule encore presque intacte, la mairie, qui est à la fois église et école, demeure debout au milieu de son cimetière envahi par l'herbe. Personne ne vient plus prier ici. Personne ne vient plus s'asseoir sur ces bancs d'école.
Pourtant, cette commune qui compta 80 électeurs a toujours une existence légale. Étrange commune, sans le moindre habitant, mais dont la mairie continue à fonctionner. Étrange conseil, dont 5 membres sur 9 appartiennent à la même famille et qui administre un village mort. Madame, je m'excuse, assistons-nous à une séance du conseil municipal de Saint-Cyrus ou à une réunion de famille? C'est une réunion du conseil municipal, monsieur, mais également une réunion de famille, parce que nous sommes ici 5 membres de la même famille, et puis la minorité de l'autre côté du conseil municipal, mais nous sommes toujours d'accord quand il s'agit du bien de la commune. Devant cette réunion, on peut s'étonner. Comment un village abandonné peut-il encore avoir un conseil municipal? Effectivement, Saint-Cyrus est un village abandonné. Seulement, il y a des propriétaires voisins qui possèdent des terres sur la commune de Saint-Cyrus, sur Saint-Cyrus, et de ce fait, qui ont le droit d'être conseillers municipaux dans cette commune. Saint-Cyrus a été abandonné, monsieur, parce qu'en 1910, plusieurs propriétaires ont vendu à l'État, c'est-à-dire aux eaux et forêts. Et du fait du reboisement, eh bien, plusieurs propriétaires ont dû quitter encore le pays parce qu'ils n'avaient plus assez de surface pour vivre. Voilà Saint-Cyrus, la commune la plus insolite de France. Une mairie, mais plus de village. Un maire, mais pas de population. Saint-Cyrus, qui, totalement abandonné, figure toujours sur la liste des communes de France, se survit hors de toute réalité. Saint-Cyrus, ou la commune fantôme. Pour la première fois dans l'histoire, les cérémonies du couronnement du pape se seront déroulées d'un bout à l'autre sur le parvis de Saint-Pierre, face au ciel, devant la foule des chrétiens. Dans l'apparat traditionnel qui rappelle les fastes de la Renaissance, sa sainteté Paul VI a gagné l'autel dressé devant la basilique. Là, le 262e successeur de Saint-Pierre, l'évêque de Rome, a célébré la messe du couronnement en présence des représentants de 80 nations, parmi lesquelles on reconnaissait M. Georges Pompidou qui représentait la France, le prince Constantin de Grèce, le roi des Belges et la reine Fabiola. Et voici l'instant solennel. Le souverain pontife reçoit des mains du cardinal Ottaviani la tiare aux 3 couronnes. Et au son de toutes les cloches de Rome, aux acclamations de 250 000 personnes, le pape regagne le Vatican. Un nouveau règne est commencé. La saison d'athlétisme commence décidément très bien pour les Français. Si les choses vont aussi bien pour eux l'an prochain à Tokyo, ils reviendront sûrement à Paris après avoir glané quelques médailles olympiques. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, c'est à leurs performances actuelles que nous nous intéressons et à celles de Robert Boget à Moscou, en particulier dossard numéro 7. Il pulvérise le record de France du 10 000 mètres de plus de 13 secondes et par surcroît, il coiffe le soviétique Ivanov sur le fil et cela aussi, c'est une performance. Quant à Michel Jazzy, c'est également Moscou qu'il a choisi pour ses premiers grands débuts internationaux sur 5000 mètres. Jazzy porte le dossard numéro 6. Après un début de course extrêmement prudent, Michel Jazzy attend le dernier 400 mètres pour démarrer comme lui seul au monde sait le faire. Résultat, une nouvelle victoire et un nouveau record de France du 5000 mètres. Si la visite du général de Gaulle à Bonn s'inscrit aujourd'hui dans la routine des relations franco-allemandes, elle n'en prend pas moins, après la visite de M. Kennedy, une signification de confiance dans les destinées du traité récemment ratifié. Le chancelier Adenauer et ses ministres, au premier plan desquels le futur chancelier, M. Erhardt, tenaient avec M. Pompidou et les 5 ministres qui l'accompagnaient une première séance de travail qu'on peut presque considérer comme une séance commune des cabinets allemands et français. Déjà, un premier pas a été fait avec la signature d'un accord qui prévoit des échanges de la jeunesse des 2 pays. À Berlin-Est, M. Khrouchtchev a rendu visite au président de la République démocratique allemande, M. Walter Ulbricht, en même temps que les leaders des gouvernements tchécoslovaques, polonais, hongrois et bulgares. Prétexte, les 70 ans de Walter Ulbricht, en réalité réunion au sommet des États d'obédience communiste. Seul manquait à la réunion
le chef du gouvernement roumain en froid avec l'URSS. Décoration et festivités ne voilent donc qu'imparfaitement la signification politique de cette rencontre. Nous devons cette année une pensée particulière à un Français, Adolphe Pégout. Pégout fut en quelque sorte un pilote d'essai des temps héroïques. C'est ainsi qu'il avait expérimenté un système d'accrochage des avions pour le décollage et l'appontage, susceptible d'être par la suite utilisé sur les cuirassés. Pégout effectua de la sorte une série concluante d'envols et d'accrochages sur un fil. De tels exercices auraient suffi à lui mériter sa réputation d'intrépidité. Mais il fit plus. Un jour de 1913, il décolla à bord d'un monoplan Blériot pour exécuter devant une foule médusée les premiers loopings qui aient jamais été tentés. Un exploit qui, compte tenu de l'époque, valait sans doute tous les exploits accomplis depuis. À terre, ce fut du délire. Ce pionnier du ciel qui mourut en combat aérien pendant la Grande Guerre n'a pas laissé un souvenir aussi vivace que les Lindbergh et les Mermoz. Mais 50 ans après son exploit, il est juste de rendre hommage à celui que la foule acclamait alors aux côtés de Blériot, Pégout l'intrépide. Quatre siècles et demi après la découverte du continent américain par Christophe Colomb, l'immense forêt amazonienne demeure encore un champ d'exploration pour les aventuriers de notre temps. C'est le domaine des étranges tatous d'1 mètre de long qui évoluent sous les arbres à pins et les bananiers. C'est aussi celui des fourmis géantes, domaine inquiétant que la Colombie partage avec ses voisins d'Amérique du Sud. Mais la vie tout entière est ailleurs, et essentiellement dans les villes, bâties tantôt comme Bogota à 2600 mètres dans la cordillère, tantôt au fond des vallées. Du passé espagnol, la capitale de la Colombie n'a gardé que quelques rares balcons, quelques églises. C'est pratiquement une ville nouvelle dont le développement intensif ne cesse pas. Elle compte 1 300 000 habitants aujourd'hui pour une nation de 15 millions. Et la longueur de la file des cireurs donne la mesure du grouillement de la cité. Celle-ci s'enorgueillit de posséder un aéroport international qui a la réputation d'être le plus moderne de l'Amérique latine. Si le café a sa propre banque à Bogota, Banco Cafetero, c'est qu'il est une des premières ressources de ce pays. Deuxième producteur du monde en valeur absolue, la Colombie est le premier producteur de café de type léger. La Banque nationale évoque un autre record. La Colombie est le premier producteur mondial d'émeraudes. C'est dans son sol qu'on a découvert les plus grosses de ces pierres, aussi appréciées que les diamants. Medellín est une ville de vallée. Ici, au cours des 50 dernières années, les statues précolombiennes ont vu une humble bourgade devenir une ville de 650 000 habitants. C'est la ville industrielle de la Colombie. 21% de la production du pays sortent de ses manufactures. Pour s'industrialiser, la Colombie a disposé sur place de cette source d'énergie par excellence qu'est le pétrole. Pays de l'or, c'est aussi le pays de l'or noir que les pompes achèvent d'aspirer dans les puits les plus anciens. 8 millions de tonnes par an, dont près de la moitié est absorbée par la consommation nationale. Des raffineries ont poussé au bord de la Magdalena, le grand axe fluvial qui traverse la Colombie du sud au nord. À l'embouchure du fleuve dans la mer des Antilles, où la température moyenne atteint 32 degrés, Barranquilla monopolise le commerce colombien vers l'Europe. Ici commence un autre pays, avec ses cactus candélabres et son climat méditerranéen. La côte d'Azur de la Colombie en quelque sorte. La plage de Santa Marta évoque ces paradis enchanteurs de vacances qui, à l'heure du ski nautique, ressemblent tous à la Floride. C'est aussi par cette côte, où les Espagnols fondèrent la Carthagène des Indes, qu'arrivèrent tous les envahisseurs.
Et ils furent nombreux, si bien que le plus éloquent symbole de la cité est cette statue d'un héros national privé d'une jambe, d'un bras, d'un œil. L'île de la Tortue n'est pas loin, et Carthagène a subi, en attendant celui des touristes, l'assaut quasi permanent des corsaires. Les Anglais Drake et Morgan, le Français Pointis. Mais on n'a pas de rancune à Carthagène. La flibuste fait toujours recette. 14 juillet. Sur les Champs-Élysées, au milieu de plus de 100 000 Parisiens, le général de Gaulle, accompagné du Premier ministre M. Pompidou et de M. Mesmer, ministre des Armées, est venu présider le défilé traditionnel. Et ce défilé, pour lui, avait un sens précis. Ce défilé, c'était l'armée d'une France dégagée des luttes coloniales. En effet, derrière les grandes écoles, dont les uniformes évoquent d'autres temps, c'était une armée transformée, reconvertie, reformée à la mesure de l'époque. Avec les unités d'élite et les parachutistes, le célèbre premier régiment de la Légion étrangère qui s'illustra depuis plus d'un siècle sur tous les continents avait repris sa place cette année dans le défilé. Mais le sommet de la manifestation, c'était l'apparition pour la première fois d'une brigade blindée, élément majeur des forces d'intervention modernes. Précédés par les chars AMX de 30 tonnes qui armeront progressivement les unités de cet ordre capables d'opérer dans une atmosphère nucléaire, suivis de chasseurs de chars à missiles, cette formation nouvelle, composée de 300 engins chenillés et de 4000 hommes, n'est qu'un début. En effet, le programme de 1959 prévoit la formation de 6 divisions de choc de 18 000 hommes chacune. C'est cette armée nouvelle, et pour ainsi dire régénérée, que la foule parisienne a salué en ce 14 juillet. L'armée de demain qui devient l'armée d'aujourd'hui. Rarement visite royale aura causé autant de soucis au gouvernement britannique que celle du roi Paul de Grèce et de la reine Frédérica à Londres. Rarement aussi autant de policiers auront été mobilisés pour faire respecter la belle ordonnance du cortège traditionnel, chère au cœur des Londoniens. Devant ce déploiement, cependant, les manifestants n'ont pas renoncé à profiter du séjour des souverains grecs pour réclamer la libération des prisonniers incarcérés en Grèce depuis la guerre civile. Employant systématiquement la technique éprouvée qui consiste à s'asseoir et à rester immobile sur la chaussée, ils se sont heurtés à la police londonienne qui, elle aussi, est parfaitement rodée à cette technique. Bruxelles a sans doute pris son air de vacances, et cependant, tous les touristes qui débarquent sur la magnifique Grand Place peuvent comprendre qu'un grave problème est posé à la nation belge. Celui qu'affichent innocemment les écriteaux bilingues, celui des deux langues et des deux races, flamand et wallon. Le gouvernement avait pensé faire absorber par la capitale 6 communes. Or, la banlieue est flamande, d'où le drame. L'opinion flamande, exprimons-la par la voix de M. de Koninck, député de Bruxelles. Pour Bruxelles, nous préconisons un statut organique pour les deux communautés. Nous nous opposons avec la plus extrême énergie contre tout empiètement sur le territoire flamand à partir de la francisation partant de Bruxelles. Le fédéralisme est déjà dans les faits et permettra dans l'avenir de préserver la culture flamande qui a toujours été tenue sous l'étouffoir. L'opinion wallonne, le président du mouvement populaire wallon, M. Léon Desfossés, nous l'expose. Pour nous, Wallons, l'essentiel des critiques que nous dirigeons contre les projets linguistiques du gouvernement, c'est qu'ils traduisent une volonté délibérée de flamandisation systématique et intégrale de l'administration et même de Bruxelles en général. Devant une telle offensive flamingante systématique, la seule réaction de la Wallonie, c'est de réclamer, d'exiger son autonomie politique dans le cadre d'un État fédéral. Il est certain, en effet, à notre sens, que le fédéralisme est la seule chance, la dernière chance de survie d'un État belge. Grave question comme on le voit, et qui, depuis quelques années, a sensibilisé les foules des deux côtés.
Faut-il rappeler ces marches flamandes sur Bruxelles et ces manifestations qui se terminaient, voici encore quelques mois, dans la violence? La violence n'a pas désarmé. Au cœur même des discussions actuelles qui tout de même aboutissaient à une sorte d'accord, une bombe détériorait la colonne du Congrès, symbole de la charte de la Belgique indépendante. Et qu'en disent les Bruxellois? Je déplore tout ce qui s'est passé ici en Belgique pour le moment, d'autant plus que l'unité du pays est en jeu. Je trouve que les Français, c'est-à-dire les Belges d'expression française et les Belges d'expression flamande doivent pouvoir s'entendre, il n'y a pas de raison. Nous sommes tous Belges au fond. Eh bien, monsieur, moi, vous savez, moi je suis contre. Je suis un peu contre tout dans le fond, hein. Mais je trouve que le Belge, ça est un Belge, n'est-ce pas? Le Belge, c'est un Belge. Par conséquent, c'est anormal. Nous aurons bientôt une barrière à l'Ost, coupant, et là, on vous demandera votre carte d'identité. On a dit dans le temps, Skildenvrinden, savoir si on savait le dire en flamand. Et à ce moment-là, si vous ne saviez pas le dire, on vous coupait la gorge. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je veux aller à la côte, à la mer. La mer, ça appartient à tout le monde. Les Ardennes, c'est bien, mais moi, j'aime pas les Ardennes. De toute façon, nous sommes des Belges, qu'on soit wallons, qu'on soit bruxellois ou qu'on soit flamands, c'est la même chose, nous sommes des Belges, monsieur, c'est tout. Un seul Belge contemple cet affrontement avec sérénité, le Manneken Pis, mais il n'en pense pas moins. De tous les champions, ce sont bien les nageurs qui ont choisi le sport le plus agréable, surtout pendant la canicule. Et là, au Grand Prix de Paris, malgré la chaleur, les sprinteurs s'en donnent à cœur joie dans le 100 mètres nage libre. Alain Godvalès, une fois de plus, est encore le meilleur. 55 secondes 6 dixièmes, c'est loin du record du monde, mais qui sait? Chez les dames, en tout cas, le record du monde du 100 mètres d'eau ne va pas tenir longtemps debout si la petite Christine Caron continue de nager comme elle le fait depuis le début de la saison. Cet enfant sage, qui a à peine 15 ans, a les ambitions d'une super championne. Résultat, elle a battu 2 records d'Europe, celui du 100 mètres d'eau en 1 minute 9 secondes 6 dixièmes et celui du 200 mètres d'eau en 2 minutes 33 secondes 5 dixièmes. La voilà, l'enfant prodige. Les Saint-Bernard en témoignent à leur manière, avec une certaine turbulence d'ailleurs. Cette année, c'est dans les Alpes que s'est joué le Tour de France. Les Pyrénées n'avaient été qu'un hors-d'œuvre, une promenade en quelque sorte, sauf pour le Belge Van Looy, pris à froid dans la montagne. En revanche, les Alpes n'ont pardonné aucune défaillance, et Dieu sait s'il y en a eu. La plus dramatique, celle de l'un des favoris, Raymond Poulidor. On attendait un trio, sans Poulidor, out, la bataille des Alpes s'est résumée en un duel Anctil-Bahamontes. Bahamontes, numéro 41, le roi de la montagne, est encore maillot jaune avant l'arrivée à Chamonix. Et Jacques Anquetil, qui est vraiment le Superman de ce Tour 1963, fait à cette occasion la preuve de ses immenses qualités. Anquetil gagne la grande étape des Alpes à Chamonix, c'est là qu'il a remporté le Tour de France. Cette année, il n'a pas eu besoin de l'étape contre la montre. La suite n'est plus qu'une formalité et lorsque le peloton est en vue de la capitale française, quelques jours plus tard, ce sont des centaines de milliers de Parisiens qui ovationnent Jacques Anquetil, vainqueur pour la 4e fois du Tour de France. Bahamontes méritait quand même une récompense. Pour Jacques Anquetil, c'est le record des victoires, jamais personne avant lui, même Louison Bobet, n'avait fait mieux. La Saint-Firmin, c'est pour les habitants de Pampelune 8 jours de folie collective. La grande vedette de cette fête interminable, c'est le taureau. C'est lui qui fait naître l'hystérie chez tous ceux qui rêvent de la gloire des arènes et la peur panique chez les autres. La course folle dans les rues de la ville s'achève sur la plaza. C'est là que grouillent tous les matadors du dimanche, prêts à toutes les folies pour approcher le taureau. Dans cette foule déchaînée, le taureau, lui, ne sait plus où donner de la corne. Il n'empêche qu'il restera le roi de l'arène jusqu'à l'heure de la corrida. Un miracle cette année, il n'y a pas eu de mort et pourtant les apprentis toreros n'ont rien fait pour éviter le pire.
Christine Caron, Kiki pour les intimes, l'enfant prodige de la natation française, est un véritable petit poisson. Remarquez bien qu'il lui arrive quand même de sortir de l'eau de temps en temps. Quand elle n'est pas dans une piscine, elle écoute Richard Anthony ou bien elle dévore, car elle a un appétit d'ogre. Elle suit aussi des cours au lycée, mais là, elle est beaucoup moins douée. Mais revenons à Kiki Petit Poisson, c'est sous la direction de son entraîneur Suzanne Berliou qu'elle parcourt ainsi 1000 km par an à la nage. Après avoir battu des records d'Europe en nage sur le dos, c'est sa spécialité, Christine Caron s'est offert de nouvelles journées de gloire à l'occasion des championnats de France au stade Georges Valeret à Paris. Les grandes n'ont pas pu lui résister et Kiki, le bébé nageur qui vient à peine d'avoir 15 ans, a remporté en quelques gracieux battements le titre du 100 mètres et du 200 mètres d'eau. À Moscou, c'est un ton de bonne humeur qui a accueilli les délégués britanniques et américains, Lord Aylsham et M. Avril Harriman, à la conférence des Trois sur l'arrêt des expériences nucléaires. Était-ce, dès le début, la manifestation d'une volonté générale d'accord? C'est en Turquie que son premier voyage officiel à l'étranger a conduit le Premier ministre, M. Pompidou, avec pour compagnon un jeune étudiant sans moyens qui rêvait de faire là-bas un voyage d'études. Tous deux, le Premier ministre et l'étudiant, ont pu, en survolant Istanbul, épiloguer sur la vieille capitale battue des eaux tièdes du Bosphore, où, du pont de Galata à la tour de Léandre, s'est déroulée au long de 1500 ans une partie de l'histoire du monde. Istanbul n'est plus capitale. Istanbul, cependant, n'a pas oublié qu'elle fut Byzance et qu'elle fut Constantinople. Elle garde, avec ses dômes et ses minarets, avec le grouillement de la Corne d'Or, avec la couronne écroulée des remparts qui résistèrent à combien d'assauts, cette revanche de demeurer l'une des villes du monde les plus fabuleuses et les plus poignantes. Elle reste, faisant ornement des canons qui bâtirent ses murs, miraculeusement légendaire, dans le décor des 1001 nuits dressées par ses mosquées, dont certaines furent des églises, et l'immense dédale de son bazar où l'on trouve tout. Car ces réalités concrètes n'ôtent rien aux rêves de cette ville unique où s'est endormie tour à tour la puissance de l'Empire romain, la gloire de Byzance et la force de l'État osmanli, qui devint, avant 1914, l'homme malade de l'Europe. C'est sur une autre Turquie qu'a débarqué M. Georges Pompidou. Le chef du gouvernement turc, M. İsmet İnönü, l'a accueilli à Ankara qui a succédé comme capitale à Constantinople et où le président de la République, le général Gürsel, devait entamer avec lui un large tour d'horizon sur l'avenir franco-turc. Ankara est le triomphe de l'imagination créatrice. Que cette ville moderne avec ses buildings et ses avenues où les automobiles croisent des attelages d'un autre temps ait été tirée du néant, il faut un effort pour le concevoir. La volonté de Kemal Atatürk produisit ce miracle. Elle en fit un autre, tirer un peuple moderne d'une population illettrée. S'attaquant d'abord à l'esprit, Atatürk remplaça l'écriture soufite par l'écriture romaine. De ce fait, la langue turque a fait de nombreux emprunts. Phonétiquement, on s'y retrouve, mais on a des surprises. Il n'en est pas moins que l'appétit du savoir a conquis la Turquie. L'école compte parmi les grandes batailles qu'a livrées et gagné le nouvel État. Dans les villages, les classes enfantines dessinent dans l'air, pour mieux les apprendre, les lettres de l'alphabet. Et à l'université d'Ankara, des fonctionnaires, des commerçants, des employés suivent le soir les classes de français. Que cherchent-ils ces adultes dont la moitié au moins sont chefs de famille? Le guide le plus sûr dans la vie, c'est la science, leur a répondu Atatürk. Cette Turquie a dans le monde son rôle à jouer. Son importance tient à ce poste dangereux qu'elle occupe à la limite des deux mondes. Gardienne des détroits, elle assure la permanence d'un équilibre construit par 5 siècles de vie européenne. Sentinelle du monde libre, elle monte la garde sur les flancs glacés du Caucase comme aux lisières des Balkans. Ces 600 000 soldats instruits et armés par l'Occident composent une armée que les experts tiennent pour l'une des forces les plus authentiques de l'OTAN. Amis depuis le XVIe siècle,
Partenaires aujourd'hui au sein de l'OTAN, demain au sein du marché commun, la France et la Turquie se rapprochent à nouveau aujourd'hui. C'est sans doute ce qu'a voulu manifester M. Pompidou par sa visite au pays d'Atatürk et par le geste d'hommage qu'il a fait à la tête de la délégation française au pied du monumental tombeau où repose, tout près de son rêve réalisé, l'homme génial qui est le seul lien ici entre le passé et le présent, Atatürk. Pour ces voyageurs décidés mais à la bourse plate que sont les autostoppeurs, la saison en France se révèle difficile. La presse a évoqué de sombres histoires, de malheureuses perspectives. Bref, l'autostop n'a plus la cote. On a cité le cas d'automobilistes serviables, si l'on peut dire, jusqu'au bout des ongles. Et l'excès en tout est un défaut. Nul ne sait, après tout, où commence la route de Buenos Aires. On a cité aussi le cas de braves autostoppeurs dont les bagages ont été complaisamment pris en charge et qui ne les ont jamais revus. On a cité enfin le cas d'autostoppeurs à la main trop leste, pour qui l'autostop n'était que l'alibi de sombres projets. Pour tout dire, la méfiance règne, et la concurrence n'en est que plus redoutable pour ceux qui restent, en dépit de tout, fidèles à l'autostop. L'organisation la plus classique, qui fait appel à des techniques éprouvées, reste encore payante, il faut bien le dire. Mais l'autostoppeur mâle, s'il est isolé, ne devra-t-il pas désormais faire appel à toutes les ressources d'une garde-robe très étudiée? Les statistiques attestent qu'une automobile s'arrête plus facilement devant une jupe, mais elle ne parle que de la jupe. Reste la soutane du prêtre, qui demeure avec l'habit militaire une valeur sûre de l'autostop. À ce point de raffinement, autant adopter la tenue de gendarme, l'arrêt est garanti. Et l'automobiliste se sent même tout naturellement porté à la prévenance. Reste encore à savoir où tout cela vous conduira. Skopje, qui s'appelait autrefois Uskub, était hier encore une grande ville de 250 000 habitants. Capitale de la Macédoine, elle s'était magnifiquement développée depuis la fin de la guerre, ajoutant à ses anciens édifices des faubourgs de construction neuve. Mais on ne reverra plus à Skopje ce visage d'hier. Un tremblement de terre l'a changé en un désert de ruines. De la gare ouverte comme un cratère dont l'horloge marque l'heure de la catastrophe, jusqu'au fond des banlieues, Skopje est maintenant détruite ou endommagée à 80%. À l'aube naissante, une secousse qui dura 20 secondes secoua la ville, 2 nouvelles secousses, quoique plus faibles, l'achevèrent. Les plus grands édifices et des centaines d'immeubles de 3 à 4 étages ne sont plus maintenant que des amas de décombres. Et dessous restent encore sans doute des centaines de victimes. Les victimes. À l'heure actuelle, on a retiré des décombres près d'1 millier de morts. On a dénombré plus de 2000 blessés. Mais les ruines gardent probablement encore des emmurés, vivants ou morts. Devant l'hôtel Macedonia, les voitures écrasées. Plus de 300 touristes résidaient ici, parmi lesquels plusieurs familles françaises. Le maréchal Tito est venu se rendre compte de l'ampleur du désastre et prendre sur place les mesures utiles, car des dizaines de milliers de personnes sont maintenant sans abri et démunies de tout. Mais cette population n'aspire qu'à fuir le lieu du sinistre. Le maréchal Tito a décrété l'évacuation générale, car la menace des terribles séquelles de toutes les catastrophes pèse sur Skopje. Manque d'eau, manque de vivres, manque de médicaments, et par-dessus tout, l'horreur possible du typhus.
C'est dans une atmosphère de contentement général que messieurs Harriman, délégué des États-Unis, Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères soviétique, et Lord Aylsham, délégué britannique, ont paraphé au Kremlin l'accord sur l'arrêt partiel des expériences nucléaires. Sur ce problème, la France, quatrième puissance nucléaire aujourd'hui, a marqué sa position par la voix du général de Gaulle. Nous participons à la joie que le président Kennedy a si éloquemment exprimée avant-hier au sujet de cet événement, mais sans méconnaître, encore une fois, que cet accord de Moscou puisse désobliger personne, et en tout cas pas nous. Il faut bien voir qu'il ne change rien à la terrible menace que les armements nucléaires des deux rivaux font peser sur le monde, en particulier sur ceux des peuples qui en sont dépourvus. C'est pourquoi l'accord de Moscou, je le dis franchement, au point de vue total et pratique pour le monde, n'a qu'une importance réduite. Dans ces conditions, continue le général de Gaulle, la France ne sera pas détournée de se doter des moyens atomiques. Cependant, elle serait disposée à proposer aux trois autres puissances atomiques certaines mesures effectives et pratiques de désarmement. Ce qui s'est passé à Moscou ne fait que la confirmer dans cette intention. Et elle compte, avant la fin de cette année, inviter les États intéressés à étudier en commun avec elle ce problème essentiel avant que peut-être il soit devenu insoluble à son tour. Témoin marquant de la progression industrielle française, les trois centrales nucléaires que l'électricité de France édifie sur les bords de la Loire à Chinon ont reçu la visite de M. Georges Pompidou. Dans 3 ans, ces trois centrales, EDF 1, EDF 2 et EDF 3, totaliseront une puissance de 600 000 kW. Cette visite constituait, si l'on peut dire, le morceau de choix du voyage d'information que le Premier ministre vient de faire en Touraine et qui devait lui donner l'occasion de rencontrer à Montlouis son prédécesseur à Matignon, M. Michel Debré, autour d'un verre de vin de la Loire, bien entendu. Manifestation de la participation française à la conquête de l'espace, les techniciens du centre de lancement des îles du Levant ont procédé au tir de 2 fusées Bérénice dans le but de mesurer l'échauffement consécutif à une rentrée dans l'atmosphère à la vitesse de Mach 14. Les fusées Bérénice ne sont autres que des laboratoires volants, capables de transporter aux vitesses et aux altitudes désirées le matériel à expérimenter. Elles sont en quelque sorte le banc d'essai préparatoire aux futures tentatives spatiales françaises. Nouveau succès technique à l'actif de l'hélicoptère lourd Super Frelon à triple turbine, qui s'était fait remarquer au Salon du Bourget pour sa capacité de transport de charge de 4 tonnes, et qui vient de battre coup sur coup 3 records du monde de vitesse. Avec le record d'altitude détenu depuis 5 ans par une Alouette 2, la construction française détient donc maintenant les 2 principales séries de records pour hélicoptères. Il a suffi d'une étincelle pour réconcilier les 2 frères ennemis de l'athlétisme français, Michel Jazy et Michel Bernard. Cette étincelle, c'est Vadou, leur cadet, le 3e homme, qui a su le créer par des paroles amicales. Résultat, une finale du 1500 mètres au championnat de France, comme on n'en verra sans doute jamais plus, les 2 Michel ont pris leurs responsabilités. L'un après l'autre, l'un relayant l'autre, ils ont foncé sur la piste sans chercher à savoir qui allait gagner. Enfin, Jazy et son démarrage éclair, et tout de même Bernard accroché à quelques mètres derrière lui, un spectacle inoubliable qui vaut à Jazy un record d'Europe et à Bernard la 2e meilleure performance mondiale de l'année. Mais Vadou, le réconciliateur qui termine 3e, sera sans doute demain le meilleur de tous. Les bolides de grand-papa ont encore bon pied bon oeil et ça part au quart de tour comme aux 24 heures du Mans. Enfin, presque. C'est dans la patrie de Rabelais, à Contres, que se déroule cette épreuve d'endurance pour Teuf Teuf,
Des tof-teufs qui ont la coquetterie de rouler plein gaz pendant 3 heures d'affilée. C'est assez joli pour des ancêtres. Et quand on va trop vite, voilà ce qui arrive. Décidément, le public est toujours sans pitié. À cet âge-là, on ne respecte rien, à croire que cette guimbarde est retombée en enfance. Et tout y est dans cette course, c'est comme aux 24 heures du Mans, il y a du suspense et des frissons dans les rangs des spectateurs, de quoi vous donner des sueurs froides. Remarquez que pour les concurrents en sueur, l'arrêt buvette est obligatoire, on appelle cela faire le plein. Il en est ainsi pendant 3 heures, au bout desquelles les voitures terminent quand même sur les chapeaux de roue. Bien content d'avoir gagné et à l'année prochaine.